Projet de déstabilisation du Niger. Les commandos de tueurs se préparent à assassiner le général Tiani. Comme je vous l'avais révélé, l'un des chefs d'État de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, devrait être assassiné par une cellule opérationnelle secrète de la CIA et de la DGSE, les services secrets français. Cette information a été vérifiée, recoupée et doit être prise très au sérieux. Ceux qui commettront l'erreur de la négliger ou de la sous-estimer porteront une lourde responsabilité en cas de survenance d'un drame que je prédis imminent si rien n'est fait. Elle est en passe de se réaliser et si les uns et les autres n'anticipent pas, tout le monde pourra constater la manifestation des capacités opérationnelles de cette cellule. Cette opération Homo, comme on le dit dans le jargon des services secrets, a été autorisée au plus haut niveau des États que j'ai cités. Dans leur jargon, une opération Homo, pour homicide, est une opération d'élimination de personnes, donc des assassinats ciblés, et n'est autorisée que par le président de la République en personne. Aujourd'hui, je suis en mesure de révéler la cible de cette opération Homo. Il s'agit du général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, président de la transition, chef de l'État du Niger. L'opération consistera à saboter un de ses avions ou un de ses hélicoptères et provoquer un crash mortel. Il faut savoir que depuis l'arrivée au pouvoir du CNSP, le général Tiani est considéré par la France comme sa nouvelle bête noire au Sahel. Son intransigeance dans la dénonciation des accords militaires avec la France n'est pas du goût de l'Élysée. En fait, dès sa prise de pouvoir, le CNSP a dénoncé les accords de coopération militaire qui lient Paris et Niamey. Paris a tenté de résister en affirmant que seul le président déchu, Mohamed Bazoum, avait l'autorité nécessaire pour dénoncer cet accord, mais a fini par se rendre à l'évidence. La France ne pouvait plus rester au Niger. Cela entraînait donc le départ de 1500 soldats et aviateurs français déployés sur la base aérienne projetée de Niamey, ainsi qu'à Oualam et à Yourou, dans la zone des trois frontières. Il fallait alors redéployer des dizaines de drones, d'avions de chasse et d'hélicoptères, ainsi que des blindés. L'expulsion de l'ambassadeur de France au Niger a également été perçue par la France comme un affront qu'il fallait laver à tout prix. Et il faut bien le savoir, ce n'est pas la première fois qu'une opération d'assassinat ciblé a été décidée contre le chef de la transition nigérienne. En effet, dès les premières heures du putsch, la France a eu l'intention de bombarder le palais présidentiel, mais s'est ravisée face aux coûts humains considérables qu'une telle opération générerait. Elle a donc opté pour une intervention au sol menée par ses forces spéciales. Les dites forces spéciales devaient, en coordination avec les troupes de la CEDEAO, se glisser à Niamey, investir le palais présidentiel et liquider le leader, le général Abdourahmane Tiani. Vu que la CEDEAO a abandonné l'option militaire, le président français Emmanuel Macron a qualifié leur changement de posture de lâcheté politique et a décidé de régler la question lui-même avec l'accord de son homologue américain. Les États-Unis ont eux aussi une base militaire au Niger, à Agadez, qui leur a coûté 100 millions de dollars et qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner. Or, le fait est que le département d'État américain a qualifié le régime du général Tiani de régime issu de coup d'État. Cela contraint l'armée américaine, en accord avec les lois américaines, de quitter ce pays et d'abandonner sur place 100 millions de dollars de matériel. Ceci n'est pas possible. Pour eux, la seule solution, c'est de dégager le président de la transition nigérienne et son régime. Alors, le modus operandi adopté, pour éviter d'être accusé d'avoir assassiné un chef d'État africain et porter la responsabilité d'une éventuelle guerre civile qui pourrait en résulter, est simple et radical.
tuer le chef de l'État nigérien sans que la responsabilité ne puisse leur être imputée. Le plan est finalisé et il ne reste plus que le moment qui leur sera approprié pour le mettre en œuvre. Selon ma source, au sein des renseignements extérieurs français, qui m'a donné cette information, le moment d'entrer en action n'est plus loin. Maintenant que cette information est publiée, on observera la réaction des conspirateurs pour voir s'ils renonceront ou non à leur projet macabre. Mais personnellement, je suis dubitatif, vu les moyens engagés pour cette opération, vu la coordination opérationnelle minutieuse qui a été faite et les nombreuses études d'impact sous-régionales qui ont été faites. Je doute qu'ils y renonceront. Ils sont allés trop loin pour faire marche arrière. Puisqu'ils ont l'information, je demande aux Nigériens de faire tout ce qui est en leur capacité pour éviter l'assassinat de leur chef d'État. Car si cela advenait, il y a de gros risques sur la stabilité de leur pays et sur leur sécurité individuelle. Leur destin est entre leurs mains et rien ne doit être négligé pour sauver leur patrie. Excellence, Monsieur le Président, l'exploitation du pétrole nigérien suscite une série de questions sur lesquelles nos compatriotes attendent de l'État des éléments de réponse. D'abord, la première question que j'aimerais poser, quels sont les principaux gisements que nous avons au Niger? Effectivement, le domaine pétrolier, si vous vous rappelez, est un vieux domaine. Les premières prospections ont commencé déjà avant l'indépendance, dans les années 1959. Elles se sont poursuivies après les indépendances. À un certain moment, elles se sont arrêtées parce que le problème que notre pays n'a pas pu résoudre, c'est le problème de prospection, c'est le problème de recherche. Nous attendons toujours que des compagnies étrangères viennent prospecter, faire des recherches sur notre territoire. Alors que nous avons la capacité et les moyens de faire ces recherches nous-mêmes en nous organisant. Donc, à un certain moment, les recherches et les prospections se sont arrêtées. Il a fallu attendre l'arrivée de feu son Excellence Tandja Mahmoud, que son nom repose en paix, pour relancer et de façon dynamique et irréversible le domaine d'exploitation. Je ne dirais même pas de prospection, mais d'exploitation. Nous avons 4 blocs. Il y a le bloc Agadam 1 et 2. Il y a le bloc Bilma et il y a le bloc Kafra. Ce sont des blocs où des quantités avérées découvertes par différentes compagnies, mais pas par des compagnies nigériennes, puisque, comme je l'ai dit, le Niger ne s'est pas encadré de dispositions pour pouvoir créer une compagnie qui puisse accomplir cette mission. Pour revenir aux 2 blocs qui font l'objet de débat, c'est le bloc Agadam phase numéro 1 et le bloc Agadam phase numéro 2. Le bloc Agadam 1, c'est la Soraz, un pipeline de 462,5 km de Diaouro jusqu'à Koulele, Wolelewa au niveau de Bikimbirji, à 56 km de Zender, où la raffinerie a été construite. Vous connaissez peut-être le fonds utilisé pour construire cette raffinerie, un prêt d'une compagnie chinoise, la CNPC. 540 milliards de francs CFA. 540 milliards de francs CFA. Ce n'était pas un fonds
au-dessus de la capacité de l'État nigérien. Ça veut dire que cette raffinerie aurait pu être nigérienne. Tout simplement. Mais le président Tanja, que son âme repose en paix, a montré que c'est possible au moment où les gens pensaient que c'était une mer d'eau souterraine plutôt que de pétrole. Il a cru au rêve. Il a fait construire le premier pipeline, comme je l'ai dit, de 462,5 km au Niger. Il a fait construire la raffinerie dont il a fait une condition pour tout contrat avec l'État du Niger. Cette raffinerie, Dieu merci, c'est nous qui en bénéficions puisqu'elle a été mise en œuvre ou en exploitation depuis le 28 novembre 2011, au moment où Tanja avait déjà, paix à son âme, quitté le pouvoir. C'est pour dire que les chefs d'État, leur devoir, leur responsabilité, c'est vis-à-vis du peuple. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient des retombées de cette raffinerie, ce n'est ni Tanja, ni la famille de Tanja. C'est le peuple nigérien. Si les choses avaient été faites dans les règles. Mais ça, c'est un autre débat. En dehors de la raffinerie, Agadem phase 2, c'est le pipeline de Koulélé jusqu'aux rives de l'océan Atlantique, 1950 km. Ce pipeline, à l'instar de la raffinerie et du pipeline de la raffinerie, a été effectivement réalisé également, une fois de plus, sur un crédit, mais un crédit contracté par une compagnie chinoise qui a investi dans la réalisation de ce pipeline 1440 milliards de francs CFA. 1440 milliards de francs CFA. Sur le marché international, le Niger aurait pu lever ce fonds si nous avons ou si nous avions une compagnie qui faisait la recherche et la prospection. Puisque c'est les découvertes et les quantités de découvertes qui permettront de contracter de crédit, puisque c'est une garantie à laquelle les bailleurs de fonds ne peuvent opposer un refus. Mais soit le pipeline est aujourd'hui une réalité. Il a été lancé le 1er novembre de cette même année, vous vous souvenez, et sa production est de 90 000 barils par jour. Sur ces 90 000 barils par jour, j'entends souvent des calculateurs, des scientifiques nigériens, des mathématiciens dire que nous multiplions 90 000 barils par 77 $, le prix d'un baril, un baril qui équivaut à 159 litres à peu près, et nous avons les recettes journalières du Niger. Ce n'est pas vrai. Sur les 90 000 barils par jour, la part du Niger est de 25,4%. Multiplier 25,4% par 90 divisé par 100, une règle de 3, vous aurez la part exacte par jour du Niger. Et multiplier cette part par le cours du baril, vous aurez la part du Niger par jour. Et ça dans les meilleures des conditions. Et actuellement, le baril est en hausse et nous espérons que quand la production qui a déjà été
achevé. Oui. Le transport est en cours jusqu'à l'océan Atlantique. Et effectivement, quand cette phase de remplissage des cuves dans l'océan Atlantique sera achevée, Oui. en janvier probablement, nous Janvier pouvons prochain. espérer, janvier prochain, Inch'Allah, nous pouvons espérer les premières sorties des barils du brut nigérien qu'on a communément appelé le Melek. Mais notre volonté n'est pas de commercialiser du brut. Ok. Nous voulons aller vers le raffinage. Nous avons assez chanté que le Niger a été floué depuis plus de 60 ans parce que tout ce que nous produisons est exporté de manière brute. Le Niger ne bénéficie pratiquement pas des ressources de son sous-sol parce que le Niger n'a pas initié une politique qui lui permette de maîtriser l'exploitation de ces ressources. Nous voulons aller vers une raffinerie qui va transformer le brut nigérien sur le sol nigérien. Et ça, Inch'Allah, nous le ferons avec des partenaires, pas des gens qui sont là pour nous exploiter. Pour que le partenariat gagnant-gagnant soit enfin une réalité. Le pétrole brut nigérien, raffiné comme à la Soraz au Niger, en d'autres produits qui sont actuellement recherchés, notamment le jet, Oui. l'essence que la raffinerie de Zander ne produit pas à suffisance, puisque c'est un tiers de la production des 20 000 barils qui est transformé en essence. Les 2 tiers sont transformés en gaz. Donc, le jet, pour les avions, nous allons fournir la sous-région. Nous avons des pays qui, malgré l'embargo, continuent à coopérer avec nous. Et c'est l'occasion de les remercier, notamment le Mali, le Burkina Faso, vers lesquels nous pouvons exporter le pétrole raffiné, que ce soit du gazole, du super, du jet, du pétrole lampa ou du gaz, selon la demande ou les demandes qu'ils feront. Nous avons dans le domaine du pétrole le bloc phase 1 Agadem, phase 2 pipeline. Agadem, c'est la Soraz, comme je l'ai dit, et la Soraz qui produit de l'essence et du gasoil, ainsi que du gaz et du pétrole lampa, depuis le 28 novembre 2011, et le pipeline, une longueur de 1950 km, dont les vannes ont été ouvertes le 1er novembre passé. Et je vous ai également dit le coût de chaque investissement. Mais il faut que les Nigériens comprennent que dans le pipeline, sur les 90 000, le Niger, 25,4% de ces 90 000, ça doit faire, si mes calculs sont exacts, 22 860 barils jour. Multiplié par le cours du baril. Un baril, ce n'est pas 200 litres, c'est 158,98 litres. À peu près 159 litres. Donc, que les mathématiciens fassent le bon calcul et jugent en fonction des résultats de leur calcul. C'est ce que je peux dire dans le domaine du pétrole. Merci, Monsieur le Président. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.